Allez, comme tous les vendredis, on refait la semaine éco. On va parler de la croissance en zone euro avec des indicateurs toujours très bons. On va parler de l'état du marché, bien entendu, puisque ça aura marqué cette semaine avec Valérie Plagnol. Bonjour Valérie. Bonjour Vincent. Vous êtes présidente du Cercle des épargnants. Alors les indicateurs se suivent et se ressemblent pour la zone euro. Ils sont toujours aussi bons. Ils vont dans le même sens, hein, celui d'une accélération de la croissance. Écoutez, on ne va pas bouder son plaisir. Effectivement, on a eu de très bons chiffres pour le troisième trimestre en zone euro. On connaît maintenant la croissance à peu près pour l'ensemble des principaux pays de la zone. 0,6% pour la zone euro sur un trimestre. Après 0,7% au deuxième trimestre, c'est excellent. Tant mieux. On est maintenant sur une croissance en fait en rythme annuel de l'ordre de 2,5%. Les gros contributeurs par pays, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne qui progresse grâce à sa consommation domestique et son investissement. Donc on a vraiment une dynamique très soutenue, très belle et qui dure depuis quand même 13 trimestres, ce qui nous ramène à l'année 2013. Donc des rythmes de croissance forts. La France y participe aussi, hein. On a une croissance plutôt revue à la hausse sur le troisième trimestre. Pareil pour l'Italie, là encore, des bonnes surprises de ce côté-là, même si on pourrait penser que, ma foi, tout ça est assez lent au regard des rythmes de croissance que nous avons connus avant la crise de 2008. Alors, ça reste l'interrogation. Il n'y a pas particulièrement de pression inflationniste dans ce système. Et on a eu les chiffres de l'inflation aussi cette semaine en zone euro, conforme aux attentes. Hein. Alors, conforme aux attentes et inférieur à 2% en rythme annuel, oui, voilà. Notamment l'inflation hors alimentation et énergie, 1,4 totalement, 0,9 sur l'inflation hors alimentation et énergie. Donc on est largement dans une situation qui reste celle d'une organisation, en fait, ou du moins un contexte pour lequel la Banque centrale peut continuer à mener une politique accommodante. La Commission européenne nous dit qu'elle n'attend pas en fait de politique budgétaire très restrictive l'an prochain, et l'acquis de croissance sur la fin de l'année s'annonce quand même très bon pour un bon démarrage sur 2018. Vous parliez on va parler de 2018 justement, vous parliez de l'Allemagne, là, chiffre impressionnant, plus 0,8, on s'attendait à 0,6 et c'est ce qui a d'ailleurs poussé l'euro à la hausse, hein, a refranchi les 1,18, c'est vraiment le baromètre de la bonne santé économique en zone euro, l'euro. Tout à fait, ce qu'on constate en fait depuis maintenant plusieurs trimestres, c'est cette convergence de la croissance européenne avec la croissance américaine, elle la dépasse légèrement en rythme annuel et c'est bien là que se retrouve... Vous voulez dire que l'Europe a rattrapé les États-Unis là ? Un petit peu en rythme de croissance, absolument. Donc on se retrouve en fait dans cette convergence avec un euro qui s'est légèrement apprécié. Alors vous le savez, il y a aussi des éléments d'affaiblissement du dollar qui jouent dans ce sens. Bon, maintenant la hausse n'est pas non plus très très violente ni très spectaculaire. On avait beaucoup progressé. Ça a gêné un petit peu les marchés, on en reparlera d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que ça qui explique la correction sur les marchés, mais l'euro, la vigueur de l'euro est citée. Est-ce que ça peut tenir ce contexte, ce cercle vertueux en 2018 ? Alors, c'est effectivement la question qu'on se pose maintenant. C'est-à-dire, a-t-on atteint un sommet, un pic ? On est sur un cycle de reprise qui est finalement assez long, à défaut d'être très puissant. Et on se dit que, à force d'être au-delà de la croissance potentielle, qui pour la zone euro est plutôt autour de 1,5% suivant les estimations, on va fermer ce fameux output gap, c'est-à-dire cet écart à la croissance. Et donc, le risque, c'est d'avoir une convergence un peu plus, sur un rythme un peu plus modéré. Je pense qu'effectivement, on va vers ce sommet. On a du mal, bien sûr, à déterminer quand il aura lieu. Le risque, c'est d'aller vers l'année 2018-2019 sur un rythme de croissance un petit peu moins soutenu. La correction des marchés, elle a été très nette sur les places européennes, à la Bourse de Paris en particulier. Et ce qui a été cité, c'est cette incertitude sur la réforme fiscale aux États-Unis. Expliquez-nous un petit peu où on en est là, parce que c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe à la Chambre des représentants et au Sénat. Il semble que ces dernières heures, on ait franchi une première étape à la Chambre des représentants. Alors effectivement, en plus le processus législatif, non seulement il est complexe, il est complètement dans la main du Congrès et effectivement l'enjeu c'est la
réconciliation entre la Chambre des représentants d'une part et le Sénat d'autre part. Alors vous l'avez dit, le processus qui a été retenu permettrait, dans un cadre en fait d'une loi budgétaire, d'éviter d'avoir à recourir à une majorité de 60 sénateurs pour faire adopter ce projet. Alors déjà, on essaie de limiter la difficulté en revenant à une majorité simple pour le Sénat. Mais même là, c'est compliqué parce qu'effectivement, la majorité des Républicains est très très étroite au Sénat. Et ce que l'on voit aussi, c'est que pour l'instant, représentants et sénateurs n'ont pas le même texte. C'est-à-dire qu'ils travaillent chacun de leur côté sur des textes différents et il va falloir à un moment donné qu'ils réconcilient ces deux textes. Donc effectivement, une fois que la commission des finances des deux chambres a trouvé un premier texte, ce qui est le cas des deux côtés, et du côté de la Chambre des représentants, maintenant, la Chambre a présenté et accepté ce texte. Il va falloir que le Sénat, lui aussi, accepte le texte qui a été présenté par la Commission des finances. On en est là. La réconciliation, on n'en parle pas encore. On a fait la moitié du chemin. On a fait la moitié du chemin, là, un peu moins de la moitié du chemin. Un peu moins. Mais on est dans une situation où il y a un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que les Républicains sont tout à fait conscients du fait que, pour l'instant, ils n'ont rien fait. Que les midterm elections, c'est novembre 2018 et qu'il va bien falloir présenter quelque chose. Le problème maintenant, si je peux vous parler un peu du fond, c'est que l'enjeu budgétaire est colossal. De deux manières. D'abord parce que le spectre de réforme fiscale est très très important et que pour introduire une baisse des impôts, il va falloir fermer des niches fiscales. Et ça veut dire aussi qu'un certain nombre d'acquis, d'habitudes vont être changés et beaucoup de sénateurs notamment sont réticents à présenter à leurs électeurs une situation où ils ne vont pas s'y retrouver. Et il n'y a pas que la baisse des impôts sur les entreprises. Dans cette histoire, il y a aussi celle des ménages. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, donc, pour obtenir en fait net sur 10 ans et tenir la promesse d'une baisse et d'un stimulus de 1500 milliards de dollars, donc 150 milliards à peu près par an sur 10 ans, il va falloir trouver des compensations budgétaires. Donc encore une fois, trouver des économies, ce que l'on n'a pas fait jusqu'à présent. On va garder un peu de temps pour parler des marchés. Cette correction, oui, là on va voir le CAC 40, pour ne parler que de lui. 8 séances de baisse consécutives, là on rebondit un petit peu, on regarde ce que ça donne sur 8-9 séances. Tout d'un coup, inquiétude des marchés après des plus hauts depuis très longtemps sur les principaux indices. Oui. Ça vous semble quoi, normal qu'on veuille reprendre son souffle, ou est-ce que tout ce qui est cité finalement ce ne sont que des prétextes, le pétrole, l'aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis? Écoutez, je devrais m'en féliciter. On regarde beaucoup la macroéconomie pour expliquer effectivement ces éléments de mouvement de marché. Moi, je crois qu'il peut y avoir aussi des corrections intrinsèques liées en fait à la valorisation des valeurs qui sont qui constituent ces marchés. Et je pense que c'est ça aussi qui a tiré un petit peu la correction. Alors c'est vrai que la progression de l'euro a joué, l'évolution du pétrole, bien que je trouve que la limitation de la hausse des prix, parce qu'on est quand même sur une tendance un petit peu à l'amélioration et à la hausse des prix du pétrole, soit plutôt favorable à l'activité, on est dans une situation un petit peu d'incertitude. Mais il me semble que c'est l'enjeu des valorisations de marché et le prochain momentum pour les perspectives de profit du côté de l'année prochaine et au-delà. On dit que l'aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis est annonciateur d'un retournement. C'est ce qui inquiète aussi, enfin un retournement, un ralentissement. C'est effectivement la logique des marchés. C'est-à-dire que lorsque vous avez quand même une banque centrale américaine ou une banque centrale en général qui commence à relever ses taux directeurs, effectivement, la partie courte de la courbe se remonte. Alors attention, la partie longue aussi remonte. En absolu, en niveau absolu, les taux longs remontent, mais ils remontent moins que les taux courts. Voire même, et c'est là où on est dans une situation particulière, ils ont tendance à baisser parce que les marchés ne croient pas qu'il y ait à l'horizon plus long un risque inflationniste. Donc on est dans plus que la maîtrise de l'inflation. Donc à la fois on a une logique et une normalité dans cet aplatissement de la courbe, peut-être un peu d'excès. Et bien sûr, ce qui est derrière en filigrane, c'est les perspectives de profit, notamment du système financier, qui vit mal cette situation d'aplatissement de courbe, parce que son métier c'est la transformation et ça se fait sur des courbes pentues. Parfait. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces explications et merci d'avoir refait la semaine éco avec nous, Valérie Plagnol, présidente du Cercle des épargnants. À bientôt.